fait, on est dans un monde où la valeur humaine n'est pas prise en compte. Tu vois, dans le prix, on va dire, dans le PIB, en fait, la valeur humaine n'est pas du tout prise en compte. Donc, quelqu'un qui va avoir beaucoup, qui va être très généreux avec ses voisins, qui va venir s'enquérir, qui va venir apporter un sandwich au monsieur qui dort en bas de chez lui, par exemple, ou des choses comme ça, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne carrière, de bien réussir sa vie, d'avoir la Rolex à 30 ans. J'ai réussi ma vie parce que j'ai ma Rolex avant mes 30 ans. Tu vois, ce genre de monde-là, où en fait il faut briller, mais non pas briller par son humanité ou son cœur ou ses valeurs, juste briller parce qu'on a le gling-gling. Voilà, on est bling-bling, on a la belle voiture, Et en fait, tout ça, cet ancien monde, alors pourquoi on y reste alors que nous, on est des hamsters dans notre cage, qu'on s'épuise, on ne voit pas grandir nos enfants. On commence, je dirais, à visualiser de son côté qu'est-ce que c'est le monde dont j'ai vraiment envie, dont j'ai vraiment besoin. C'est quoi qui me porte? C'est quoi mes valeurs? Quelle est ma mission de vie, hein? C'est d'abord un travail sur soi. Je ne suis pas venue juste pour être un pigeon, pour me faire plumer, pour être un consommateur. J'ai quelque chose de plus à vivre sur cette terre. Je n'ai pas spécialement envie d'attendre d'être à la retraite pour me réaliser. Donc, aujourd'hui, maintenant, toutes les personnes qui regardent peuvent commencer à faire un temps d'introspection et se dire, OK, c'est quoi, moi, prendre un papier crayon et se dire, c'est quoi, moi je le fais régulièrement, c'est quoi, moi, le monde dont je rêve? OK, j'oublie ce qu'on me dit, j'oublie ce qu'on me dit dans les médias, j'oublie ce qu'on me prévoit, ce qu'on me donne comme programme pour le monde de demain. Et je me dis, c'est quoi, moi, que je veux vivre? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être enfermée dans ma maison de temps en temps ou est-ce que j'ai la volonté de pouvoir me déplacer comme je veux? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que le monde change, les choses s'accélèrent et le nouveau paradigme est là, le nouveau monde est là. Justement, aujourd'hui, nous allons parler du nouveau monde et comment est-ce que nous allons le co-créer ensemble. Et dans cette optique, j'ai invité une personne extraordinaire que j'admire énormément, qui va se présenter. Bonjour Aurélie. Bonjour Nadège. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, donc moi, je suis Aurélie Jouan. J'aime bien me définir comme une semeuse de graines d'avenir. C'est ce que je fais au quotidien dans mon cercle, dans mon réseau familial, amical, professionnel. Voilà, je vais vous expliquer en quoi je m'estime une semeuse de graines d'avenir. C'est qu'en fait, je suis déjà maman de 4 enfants qui ont entre 6 et 18 ans. Voilà, donc je suis la maman de 4 enfants que j'accompagne de façon… En fait, j'ai envie vraiment d'en faire j'ai pas envie d'élever des enfants, j'élève des futurs adultes qui soient bien dans leur basket, qui soient à l'aise avec les relations humaines, et qui soient suffisamment confiants en eux, suffisamment bien, ouais, c'est ça, bien dans leur basket pour ne pas avoir envie d'être irrespectueux vis-à-vis des autres personnes, de l'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que je me suis donné inconsciemment, hein, ça s'est fait comme ça en fait quand j'ai vu arriver mon premier bébé. Les choix, on les fait pas toujours de façon consciente. Et voilà. Et il y avait vraiment cette envie d'accompagner ce genre de futurs adultes dans le monde. Voilà. Voilà, merci. Le deuxième moment de cette interview, c'est le moment vérité. Et il s'agit de choisir en 3 couleurs. Parce que dans la sagesse ancestrale, chaque couleur porte une médecine, un sens. Donc, la couleur noire, ça représente l'expérience. La couleur verte représente le lien avec soi, avec l'autre, avec la nature. Et puis, la couleur or représente les valeurs. Quelle couleur est-ce que tu choisiras entre ces 3 couleurs? Alors, tu me disais noir, c'est l'expérience, relation, valeur.
Partons sur l'expérience peut-être? Ok, la couleur noire. Quelle est ton expérience à toi avec avec le thème qui nous apporte, qui nous a réunis aujourd'hui, qui est quand même d'être acteur, actrice de ce nouveau monde qui s'en vient. Donc, quelle est ton expérience personnelle? Alors, mon expérience, je vais la faire remonter à avant ma naissance. Puisqu'en fait, j'ai des parents qui ont déjà choisi de faire des changements dans leur vie quand leurs enfants sont arrivés au monde, donc je suis l'aînée, et qui avaient été portés beaucoup par tout cet esprit des années 70, avec cette philosophie voilà, plutôt de retour à la nature, de lien avec la nature, de lien avec l'autre, de relationnel gagnant-gagnant, d'éducation un peu moins rigide. Voilà, je ne sais pas si tu vois un petit peu cette philosophie des années 70. Je me suis donc demandé, mais que sont devenus les enfants de ces parents-là? Donc, voilà, donc tu en as un devant les yeux. Alors, moi, mes parents l'ont pris de façon assez scientifique puisque ma mère était médecin, mon père était ingénieur. Et donc, on va dire qu'ils ont fait ça de façon très intellectuelle. Mais effectivement, ils ont fait des changements. Ils ont fait des changements alimentaires, ils ont fait des changements médicaux au niveau de la santé, puisque ma mère s'était formée en tant que médecin généraliste et elle a bifurqué sur se former en homéopathie, en acupuncture, dans des médecines douces. Voilà, donc on a été accompagnés de cette façon-là, effectivement. Mon père, qui était ingénieur chimiste, s'est reconverti à la culture du sol. Donc, voilà, d'abord en maraîchage bio, puis en production et en récolte de plantes médicinales en biodynamie. Voilà, donc en fait, ils ont vraiment fait ce changement. Ils ont élevé leurs enfants de façon, ce qu'on appelle maintenant l'éducation bienveillante, l'éducation positive. Voilà, qui était à l'époque, on était vraiment les seuls enfants dans notre entourage à être élevés comme ça. Et ils ont fait tout ce changement qu'on voit arriver maintenant avec voilà, ce retour à la terre, ce goût pour le naturel, le fait d'être moins impactant pour l'environnement, le fait d'être plus doux avec ses enfants, de pouvoir être dans la communication. Waouh! Voilà. Donc, merci à eux. Oui, merci à eux parce qu'ils l'ont fait de façon très intelligente. Ils ont vraiment, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très équilibré. Ils ne sont pas partis dans l'éducation laxiste, comme ça a pu être le problème à cette époque où d'un extrême on part à l'autre. Je trouve, en réfléchissant et en appliquant pour mes enfants, ils nous ont élevés de façon assez équilibrée. Tout à fait. La justesse. Par rapport à ça. Voilà. Et donc, ça vient surtout de là. Et ensuite, quand moi, je suis devenue maman à mon tour, j'ai repris pour moi. Je me suis dit que ça m'avait bien plu. Et donc, j'ai encore plus réajusté pour en faire quelque chose qui était un peu plus fin encore. Donc, j'ai refait d'autres choix, mais toujours sur cet esprit-là qui me plaisait beaucoup et qui est vraiment pour moi les prémices du nouveau monde qui sont arrivées dans les années 70. En même temps d'ailleurs que le monde actuel, qui a gagné de l'avance, qui a pris beaucoup d'avance et qui est celui que nous connaissons actuellement. Les deux sont nés dans les années 70. Et en fait, il y en a un qui est en train de s'arrêter. L'ancien monde, on voit qu'il est exsangue. Comme tu disais, on a une charnière, il est exsangue. Et voilà, maintenant, toute cette expérience, j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que j'ai pu amener à l'âge adulte des enfants qui sont bien dans leur basket, qui peuvent travailler sur eux, qui sont capables de communiquer leurs émotions, qui sont capables de communiquer où ils en sont. Je trouve ça très important, voilà, en tant qu'adulte. Absolument. Eh ben, c'est très bien parce que tu nous amènes tout de suite dans le moment attendu de cette émission qui est la vision de l'invité, même si on sent déjà ta vision et c'est magnifique. Donc, on a choisi ensemble de débattre, en tout cas d'échanger sur comment est-ce qu'on peut on peut co-créer donc ce nouveau monde qui est là en fait. C'est déjà là, c'est déjà parmi nous parce que c'est une transition qui se fait en douceur. Je dis, il y a toujours une partie immergée de l'iceberg. Et puis, voilà. Toi, quelle est ta vision de ce nouveau monde? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancien et le nouveau monde? Alors, la première chose, je dirais que c'est les valeurs et l'intention.
J'ai beaucoup décrypté, surtout depuis 1 an. Je me suis beaucoup retourné le cerveau en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on voit vraiment cet ancien monde qui essaye de prendre le pouvoir, le dessus sur les prémices du nouveau monde. Et ça fait longtemps qu'il prend le pouvoir. C'est pour ça que le nouveau monde a du mal à émerger, cet ancien monde a pris le pouvoir sur les médias et donc distille son discours au fur et à mesure. Et là, on le voit vraiment depuis 1 an pour ceux qui sont un petit peu critiques par rapport à ce qui se fait. Mais je dirais que les valeurs de l'ancien monde sont des valeurs de pouvoir sur l'autre, prendre pouvoir sur l'autre, cette espèce de compétition. Ça va être aussi beaucoup tourné sur l'argent, donc, mais on est toujours dans le pouvoir en fait, c'est-à-dire prendre le pouvoir par l'argent, par l'autorité, par les lois. Voilà, je vais parler aussi d'inhumanité. Voilà, je parlerai d'inhumanité puisque c'est un monde où on laisse des gens dormir dans la rue, au pied d'immeubles où des gens ont des appartements trop grands pour eux parfois. Une inhumanité aussi puisqu'on a détruit l'économie de pays émergents et que maintenant on refuse d'accueillir le résultat de tout ce qu'on a pu faire. Quand je dis on, c'est les gouvernements, évidemment, je ne m'inscris pas dedans puisque je n'ai pas donné mon accord en tant qu'être humain. C'est le fait qu'on nous impose, c'est des valeurs aussi où on va se permettre de dire ce qui est le mieux pour l'autre. Voilà, donc de pouvoir dire à un enfant que ce qu'il pense, ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai, de dire à un être humain, un citoyen, que ce qu'il pense aussi, ce n'est pas vrai, que s'il n'est pas d'accord avec la loi, c'est un problème, alors que non, il peut avoir une vision différente. Voilà, donc l'ancien monde, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette histoire de pouvoir sur l'autre. Moi, je voulais rajouter dans ce que Oui. tu dis, qui rejoint déjà ce que tu as déjà dit, mais le déni de l'émotion de l'autre, en fait, aussi, hein, parce qu'on peut parler aussi au niveau… Tout à fait. Tu n'as pas le droit de ressentir ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, c'est… Voilà. De toute façon, l'ancien monde, il est basé sur tout ce qui a été distillé tout ce temps-là. C'est-à-dire, en éducation, c'est moi l'adulte, c'est moi qui sais, toi tu te tais. Et on a eu le maximum de ça dans les années 20 avec ce qu'on appelait la pédagogie noire et surtout en Allemagne. Donc, cette fameuse pédagogie où l'adulte est tout puissant, il dicte ce qu'il a à faire à l'enfant et l'enfant n'a pas le droit de dire, en fait, l'enfant perd la notion de ce qui est bon ou juste, de ses valeurs profondes et ce qui a pu amener, en fait, donc il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « C'est pour ton bien » de Alice Miller, je ne sais pas si tu connais, voilà, où elle décompose cette éducation noire, cette pédagogie noire et qui a pu amener au fait qu'il y ait des millions d'adultes intelligents voilà, intelligents qui aient pu se rallier à une cause inhumaine comme ça s'est passé voilà, pour la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'aimerais rappeler, parce qu'en tant que parent, on a tous envie, tout de suite, on a envie de dire, mais non, mais pas du tout, moi pas. Mais moi, j'aime beaucoup qu'on s'observe beaucoup soi-même. On se rendra compte, même quand on est dans une position d'éducation bienveillante, ouverte, que instinctivement, on a toutes ces petites fois où on a tendance à dire à l'enfant, mais non, t'as pas mal. Donc, l'enfant se fait mal, il se cogne, il tombe, puis on dit, t'as pas mal. Et ça part de là, ça part de, ben non, tu peux pas avoir mal parce que j'ai pas envie que tu ailles mal, j'ai pas envie que tu pleures, surtout ne pleure pas, je vais pas gérer ça, quoi. Et voilà. C'est ça. Et ça me faisait sourire justement parce que pour moi, la phrase type de ça, c'est « mets ton manteau, il fait froid ». Non, moi, j'ai pas froid. Si, mets ton manteau, il fait froid, je te le dis. Et en fait, j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps en lui parlant de la pédagogie noire et je lui dis, ça commence par des toutes petites choses. Et en fait, on le fait inconsciemment parce qu'on a été élevé comme ça, parce que effectivement, on se dit qu'on n'a pas envie que notre enfant soit malade, etc., etc. Mais en fait, ça commence par des toutes petites choses. Et moi, même moi, qui ai pratiqué ça depuis longtemps, qui suis coach parental pour les parents conscients, ça m'arrive de m'observer à faire un peu d'adultisme. Tout à fait. Voilà. Ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, mais en fait, on est dans la continuité automatiquement. On porte cette pédagogie noire, mais on porte cet ancien monde en nous.
parce qu'on a été élevé comme ça pour la plupart. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir déjà le contre-pied, d'être déjà dans le nouveau monde dès ma naissance. Mais on porte en nous ça. On porte en nous le fait que les enfants doivent apprendre sous la contrainte. Voilà, on ne peut pas, il y a plein de personnes qui m'expliquent qu'on ne peut pas apprendre à lire et à écrire sans aller à l'école. Et moi, je leur dis, eh bien moi, mes 2 garçons ont appris à lire, à écrire, à compter tout seuls, sans aucun cours, sans cours formel. Donc, c'est possible. Tout à fait, c'est Voilà. possible. Donc, c'est possible. J'aime bien rappeler, moi, je suis la preuve que c'est possible parce que moi, mes parents n'ont pas su quand j'ai su lire. Un jour, ils m'ont surpris en train de lire et ils n'ont pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mystère. Alors, mon papa, qui est un scientifique, il aime bien dire, mais quelqu'un a dû lui apprendre. Donc, c'est resté un petit peu comme ça, même si, voilà. Et de la même façon, moi, j'ai un fils qui a 4 ans, qui est capable de faire des calculs dont moi, Nadège, je ne suis pas aussi… Voilà, il le fait à une vitesse qui me dépasse. Et il l'a appris tout seul. Donc, tout à fait, on peut apprendre beaucoup de choses dans la joie. Et quand on lui demande justement où est-ce que tu as appris ça, il dit, ben, en regardant les chiffres. Voilà, c'est ça, dans ma tête, en observant, dans l'environnement. Oui, Et en fait, le problème, c'est que ce soit en éducation ou en esprit critique ou quoi que ce soit, dès qu'on brime l'élan naturel d'un enfant, d'un adulte, on le voit d'ailleurs dans une entreprise, par exemple. Je travaille dans une entreprise, j'ai l'élan de changer ou de faire des propositions. On me refuse parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas d'actualité, ça ne rentre pas dans le projet du moment. Eh bien, en fait, moi, en tant qu'adulte, alors en tant qu'enfant, c'est encore pire, mais en tant qu'adulte, je me dis, bon, ben, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Je ne vais pas le faire. Et c'est vrai que si on le fait avec un enfant, à force de brimer l'élan d'un enfant, on finit par avoir quelqu'un qui va se référer à une autorité supérieure, comme ça s'est passé justement pour la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, une autorité supérieure où cette personne sait mieux que moi et je vais la suivre. tout à fait. C'est comme ça qu'on se déconnecte. On se déconnecte, voilà. Et, à côté de ça, on se retrouve avec plein d'adultes qui sont incapables, tu leur dis comment tu te sens et qui sont incapables de raccorder avec comment ils se sentent là maintenant, quelles émotions les traversent. Hein. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, un adulte qui n'est pas conscient, qui n'est pas conscient de comment il se sent, il n'est pas conscient non plus, peut-être qu'il n'est pas conscient non plus quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission de vie. Et moi, je trouve ça très important parce que des personnes, des enfants qui grandissent et qui développent naturellement leurs valeurs de vie, même si elles ne sont pas les mêmes que celles de leurs parents, leur mission de vie, ce pourquoi ils sont là et qui l'assument en tout alignement parce qu'ils n'ont pas été abîmés. Je parle vraiment d'abîmés. Hein. C'est vraiment primum non nocere. Au niveau de l'éducation, c'est d'abord, si on ne sait pas comment accompagner ses enfants, si on ne sait pas comment faire, d'abord, on ne nuit pas. Voilà, on ne nuit pas parce que sinon… Je suis tellement touchée par tes mots, merci. Voilà, d'abord, ne pas nuire parce qu'en fait, souvent, l'arbre, il pousse tout seul, la plante, le lierre s'accroche au mur, il n'y a pas besoin de nous. Et dès qu'on essaye de mettre un tuteur, de recaser un petit peu, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, ce monde ancien l'utilise beaucoup, ça, hein, de brimer. Regarde, on arrive au monde. Alors, ça s'est calmé, mais avant, on nous attrapait par les pieds, on nous tapait sur les fesses pour nous faire pleurer. Bienvenue, bienvenue. Déjà, c'est pas très doux. Maintenant, ça s'est arrêté. Hein. Dans les années 70, il y a eu quand même cet élan de respecter l'humanité du petit être humain, de respecter son besoin d'arriver avec amour. Donc ça, c'est un des préceptes qui sont passés dans le futur nouveau monde et qui apparaît déjà maintenant. Voilà, et ça s'améliore. Donc, en fait, dans ce genre de, justement, dans ce que tu partages, qui rejoint, c'est le fait que jusqu'à récemment, on a cru qu'il fallait aider les enfants à s'asseoir, aider à marcher avec les youplas et tous les trucs qu'ils ont inventés où on prend un petit tête de 9 mois qui ne marche pas encore, on l'accroche dans un truc, on l'enferme et puis on le laisse apprendre à marcher, alors que maintenant, on le sait, qu'un enfant, ben, quand il est prêt, quand tout est en forme, ben, il va se mettre à ramper, à se lever, à marcher. Il n'y a pas besoin de lui apprendre. Et voilà. Je peux t'assurer que j'ai parlé récemment avec un couple qui ont une 60aine d'années, qui sont encore persuadés qu'il faut apprendre à marcher aux enfants. Bien sûr.
Bien sûr, mais ça perdure, hein, ça perdure. C'est long en fait. Et par exemple, il y a encore beaucoup de gens, je pense une grosse majorité des gens actuellement, là en 2021, qui sont persuadés qu'un enfant ne peut pas apprendre à lire et à écrire sans qu'on lui enseigne. Et comme je disais tout à l'heure, moi, mes enfants sont instruits en famille depuis 12 ans maintenant, depuis 2008. Et avec une grosse partie où on a fait de l'enseignement, enfin de l'apprentissage informel, c'est-à-dire centré sur l'apprenant, où on apporte des informations seulement sur la demande et s'il n'y a pas de demande, on n'apporte pas. Et donc, j'ai un de mes enfants qui a actuellement 16 ans, qui a appris à lire sur le tard, on va dire, il avait presque 8 ans. Donc, effectivement, on avait la pression de l'éducation nationale. Oui, l'âge sensible, c'est 6 ans, etc., etc. Il ne va jamais apprendre à lire, etc. Bon, et nous, on avait lu des livres, donc on s'était dit, allez, c'est pas grave, on leur dit oui, ok, et puis on laisse faire. Et effectivement, cet enfant, d'un coup, s'est mis à lire. Mais parce que et pourtant, on avait fait du chantage, hein, on ne s'en empêche pas, on avait fait du chantage, on avait motivé, on avait même fait la petite carotte, on avait proposé d'acheter un jouet qu'il aimait beaucoup pour qu'il apprenne. Et en fait, il ne s'est pas laissé acheter. Bon, Et, voilà, et quand il était prêt, il a commencé à lire. Et en fait, c'est un enfant qui fonctionne comme ça, tout simplement. Il a besoin de maîtriser totalement un sujet pour montrer qu'il sait. Mais en fait, il savait lire depuis longtemps. Voilà. Et donc, cet enfant-là, il a pu grandir comme il voulait. Et quand il a commencé à parler, 2 mois plus tard, c'est comme un enfant qui marche à son rythme. Il y en a, ils vont prendre du temps, ils vont marcher à 9 mois, certains vont marcher à 18 mois. Et parfois, ceux qui marchent à 18 mois, 2 mois plus tard, ils vont pouvoir monter des marches, sauter, courir, et d'autres vont mettre plus de temps. Et mon fils, 2 mois plus tard, il savait lire agneau, oignon, des mots un peu compliqués. Qui n'était pas vraiment d'un niveau spécialement d'un enfant de son âge. Donc, voilà. J'ai la chance d'avoir des jumeaux et j'ai pu tellement goûter ça, ce que tu partages. Alors, moi, j'ai des jumeaux, mes enfants sont libres, moi, donc totalement libres. Et bien, j'en ai un qui a marché à 9 mois et le deuxième a marché vers 15 mois. Ouais. Et je n'ai jamais mis la pression, rien du tout. J'ai observé à quel point, voilà, il avait, le deuxième, Elio, il avait 13 mois, il observait son frère marcher, courir, et ça ne l'intéressait pas du tout. Et son frère qui a marché très vite, il tombait beaucoup. Et donc, un jour, vers 15 mois, il s'est levé, il s'est mis à marcher tout seul. Et puis, voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui me disaient, mais enfin, ton frère marche, t'es paresseux, etc. Et on dit non, il marchera quand il sera prêt, mais vous êtes sûr, peut-être qu'il faut vérifier, peut-être que rien du tout. Il a marché. Et aujourd'hui, c'est très marrant quand on voit la réaction des gens parce que là, ils ont 5 ans et c'est fini, l'écart est comblé, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est tellement pressé et qu'on se met une… Voilà, laissons être. Ouais, on est pressé. En fait, il y a cette espèce de… Pareil, j'ai décortiqué, il y a cette espèce de course à l'autonomie. Alors, je ne sais pas si ça va te parler. Cette idée de… Quand il est tout petit, même parfois à la maternité, on propose qu'il aille dormir dans la pouponnière. Voilà, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il dorme tout seul, qu'il fasse ses nuits, qu'il dorme dans sa chambre, qu'il puisse se rendormir tout seul, qu'il fasse, pareil, l'histoire du biberon toutes les 2 heures. C'est incroyable. C'est toujours pour essayer de mettre dans une case, en fait. Mais il y a tellement de choses vraies dans les cultures traditionnelles parce qu'il y a cette connexion avec ce qui est vrai, ce qui est juste et les besoins de chacun qui est vraiment respecté, qui est vraiment resté. Et nous, on a été, en fait, il a fallu, quand il y a eu la révolution industrielle, il a fallu beaucoup de bras, il a fallu mettre les gens à l'usine, les hommes à l'usine et les femmes, bon, elles restaient à la maison avec les enfants, mais très vite, il a fallu les mettre au travail. D'ailleurs, elles ont réclamé aller au travail. Voilà, c'était le mouvement féministe qui a clôturé ça. Mais en fait, quand les hommes, justement, sont allés à l'industrie, quand ils ont commencé à travailler dur, les femmes, il y a eu… Quand un homme est épuisé, ben, il rentre à la maison, il y a une sorte de contrainte qui se crée, quoi, en disant, mais je suis, comme tu disais, hein, l'énergie du pouvoir sur l'autre, ben, je vaux mieux, je gagne plus ma vie. Oui. Donc, en fait, on dévalorise le rôle, justement, de la maman qui reste à la maison, mais toi, tu ne fais rien de tes journées, moi, je gagne l'argent, donc c'est l'argent qui prime. Celui qui gagne de l'argent a de la valeur et celui qui s'occupe de l'enfant n'en a pas. Et du coup, ben, forcément, on a créé des frustrations et les femmes ont ressenti l'élan de justifier aussi leur résistance
Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui a été créé et c'est vraiment c'est ça, moi, j'appelle l'ancien monde, quoi. C'est ça. Et dans l'ancien monde, par exemple, si on est en inactivité, soit parce qu'on a perdu son emploi, qu'on a démissionné ou qu'on fait le choix de travailler moins ou de ne pas avoir une activité, on va dire, lucrative, on est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. On est un chômeur, c'est très mal vu. On est un RMiste. Alors à l'époque c'était RMiste, maintenant c'est RSiste, mais voilà. On est quelqu'un qui dépend de la société. Et en fait, à aucun moment, il ne peut être justifié que ces personnes-là ont une valeur aussi parce qu'elles sont engagées associativement, elles soutiennent leurs voisins, elles sont aides chez leurs parents vieillissants, etc., etc. En fait, on est dans un monde où la valeur humaine n'est pas prise en compte. Tu vois, dans le prix, on va dire, dans le PIB, en fait, la valeur humaine n'est pas du tout prise en compte. Donc, quelqu'un qui va avoir beaucoup, qui va être très généreux avec ses voisins, qui va venir s'enquérir, qui va venir apporter un sandwich au monsieur qui dort en bas de chez lui, par exemple, ou des choses comme ça, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne carrière, de bien réussir sa vie, d'avoir la Rolex à 30 ans. J'ai réussi ma vie parce que j'ai ma Rolex avant mes 30 ans. Tu vois, ce genre de monde-là où en fait, il faut briller, mais non pas briller par son humanité ou son cœur ou ses valeurs, juste briller parce qu'on a le gling-gling. Voilà, on est bling-bling, on a la belle voiture, Et en fait, tout ça, cet ancien monde, alors pourquoi on y reste alors que nous, on est des hamsters dans notre cage, on s'épuise, on ne voit pas grandir nos enfants pour la plupart des gens. Hein. J'ai beaucoup de mamans qui me disent, le soir, je suis fatiguée, il y a les devoirs à faire, il y a le bain à donner, les douches à donner. Il faut se coucher tôt parce que le lendemain, on se réveille et c'est rebelote. Et le week-end, je n'ai même pas l'énergie d'aller danser, je n'ai même pas l'énergie d'aller voir les amis. Et puis bon, actuellement, on ne peut même plus aller les voir hein, si on respecte tout. Donc, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'on y gagne à rester dans cet ancien monde? Pourquoi on y reste? Eh bien, on y reste pour plein de choses. On y reste parce qu'on pense qu'il n'y a que lui qui existe. Parce qu'en fait, c'est distillé au quotidien par les médias, par les films. Par les films, je me suis rendu compte, j'ai fait une conférence récemment où j'expliquais, je me suis rendu compte que dans les films, en fait, tu ne vois pas, je n'ai jamais vu un film à part un documentaire, où une femme accouche autrement qu'allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, en hurlant. Hein, je n'ai jamais vu dans un film d'accouchement orgasmique avec une position libre. Je n'ai jamais vu de film où on présente des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, s'il y en a un, et c'est Captain Fantastic. Je ne sais pas si tu l'as vu, où effectivement, c'est un papa qui élève ses enfants de façon dans une forêt un peu sauvage et de façon très libre. Mais à la fin, tout se passe bien, ils reviennent dans le droit chemin, les enfants vont à l'école, ils habitent dans une maison, une vraie maison. Voilà. Donc, c'est très intéressant de voir en fait que ce monde, il est distillé. Et là, maintenant, on voit arriver même des films pour nous distiller un futur possible, un futur avec des pandémies, un futur type Mad Max, un futur où les gens s'entretuent pour de l'eau, pour de l'essence, pour de la nourriture. Et en fait, tu vois cette espèce de futur ou de présent qu'on nous distille, eh bien, c'est ça en fait qui crée un des mondes de demain. Voilà, qui garde les gens là-dedans. Les gens se disent, mais de toute façon, là, on est à la période du vaccin. De toute façon, si je veux être déconfiné, si je veux reprendre une vie normale, il faut que je me fasse vacciner. On entend les gens qui commencent à dire ça. Parce qu'en fait, ils imaginent, en fait, ils visualisent uniquement ce futur-là qui puisse exister, mais ils oublient qu'il y a d'autres futurs qui coexistent. Et il y a le futur, moi, du monde que je visualise depuis longtemps, donc qui a commencé déjà il y a 50 ans, qui est un futur où les gens vont être solidaires entre eux, où les gens vont se faire confiance, les gens vont être responsables et prendre en charge leur santé, leurs enfants, leur façon de leur pensée, leurs émotions. Voilà, cette responsabilité, d'arrêter de déléguer la responsabilité en externe. Et ma question, forcément, va être, des personnes nous regardent et sont peut-être touchées, interpellées, qui sentent une certaine sensibilité s'éveiller, quelque chose s'éveiller à l'intérieur d'eux avec tes mots. Par où on commence? Par où on commence? Ça, c'est une bonne question. On commence, je dirais, à visualiser de son côté qu'est-ce que c'est le monde dont j'ai vraiment envie, dont j'ai vraiment besoin. C'est quoi qui me porte? C'est quoi mes valeurs?
quelle est ma mission de vie, hein. C'est d'abord un travail sur soi. Je ne suis pas venue juste pour être un pigeon, pour me faire plumer, pour être un consommateur. J'ai quelque chose de plus à vivre sur cette terre. Je n'ai pas spécialement envie d'attendre d'être à la retraite pour me réaliser. Donc, aujourd'hui, maintenant, toutes les personnes qui regardent peuvent commencer à faire un temps d'introspection et se dire, OK, c'est quoi, moi, prendre un papier-crayon et se dire, c'est quoi, moi je le fais régulièrement, c'est quoi, moi, le monde dont je rêve? OK, j'oublie ce qu'on me dit, j'oublie ce qu'on me dit dans les médias, j'oublie ce qu'on me prévoit, ce qu'on me donne comme programme pour le monde de demain. Et je me dis, c'est quoi, moi, que je veux vivre? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être enfermée dans ma maison de temps en temps? Ou est-ce que j'ai la volonté de pouvoir me déplacer comme je veux? Comment je veux relationner avec les autres, avec mes enfants, avec mes voisins, avec mes amis? Qu'est-ce que ça serait mon monde idéal? Parce qu'en fait, rien n'empêche de rêver. Pour moi, en fait, l'intention, c'est déjà une action. Donc déjà, si on intentionne, si on commence à réfléchir, moi, tous les jours, je me réveille avec c'est quoi le monde dont je rêve? Pour moi, pour mes enfants, pour demain. Et tous les jours, j'intentionne et je mets en action pour arriver jusqu'à là. C'est des petites marches d'escalier. Mon rêve, il est là-haut. Et moi, tous les jours, alors le rêve pour moi, pour ma vie, hein, pour ma vie idéale, mais également pour le monde. C'est-à-dire le monde que j'aimerais léguer à mes enfants. Parce que bon, voilà, si je n'avais pas d'enfants, peut-être que je ne serais pas aussi engagée, je ne sais pas. Mais le monde que je rêve pour mes enfants et puis pour la plupart des gens, parce que le monde actuel, je ne pense pas que ce soit adapté à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes. Je ne pense pas que ça plaise au fond, que ça plaise vraiment à beaucoup de personnes. Est-ce qu'on est vraiment heureux de la façon dont on vit actuellement, ou est-ce qu'il y aurait une autre façon de vivre, une autre façon de relationner qui nous rende plus heureux? Donc déjà, ça serait une première chose. Et ensuite, eh bien, c'est d'agir. C'est d'agir. Alors, j'avais fait une vidéo sur YouTube que j'avais appelée les 5 piliers de l'engagement éclairé, donc qui fonctionne pour soi. Je mettrai le lien vers cette vidéo. Tu mettras le lien, voilà. Ce que je vois, parce que je commence à accompagner pas mal de personnes, et ce que je vois, c'est qu'il y a des peurs automatiquement. Parce que tu parlais de charnière, mais dans une charnière, effectivement, quand on ouvre une porte, parfois au moment de franchir le seuil, il peut y avoir une petite inquiétude. Alors souvent, les inquiétudes, c'est est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. etc. Et en fait, mon conseil, c'est d'y aller petit à petit, d'impulser petit domaine par petit domaine. Ça peut être d'abord un déménagement, ou plus petit que ça même. Voilà. D'abord, ça peut être, je me forme en éducation bienveillante. Je commence à impulser ça dans ma famille avec des outils. Peut-être ensuite, je vais utiliser plus d'huile essentielle ou aller plutôt chez l'ostéopathe, etc. Petit à petit, puis à un moment, il va y avoir les gros changements. Et les gros changements, souvent, c'est un déménagement pour aller d'une zone à une autre, hein, soit dans un sens, soit dans l'autre, même si actuellement, j'observe plutôt un retour, un exode urbain, un retour à la nature. Comme ça s'est fait dans les années 70, où il y a eu cette première vague. Et souvent, donc la première peur, c'est ça, c'est le déménagement. Ça, on va être plutôt en haut de l'escalier. On aura déjà fait plein de changements. Et le gros aussi, c'est pour les personnes qui sont salariées, qui ne sont plus contentes ou qui reconnaissent qu'elles font un travail alimentaire, c'est d'impulser un changement. Parce qu'en fait, là, ça vient toucher à la sécurité contextuelle et donc à la peur du manque, et ce qui peut s'entendre quand on est maman, papa, quand on a des enfants à charge. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. On arrive à la fin de cette émission. Je t'écouterai pendant des heures. Hein, donc, tellement, en fait, j'aurais pu utiliser les mêmes mots, quoi. Tout ce que tu dis, oui. Voilà. Je sens que tu vibres avec moi. Oui, totalement, totalement. Donc, on arrive à la fin de l'émission et la dernière partie, c'est un mot de la fin. Qu'est-ce que tu ressens l'élan de partager pour clore ce sujet, même si on ne va pas le clore, c'est au contraire, je pense qu'on va plutôt ouvrir le champ des possibles pour les personnes qui nous regardent. J'aurais envie de vous dire qu'en fait, le futur n'existe pas. Le futur, c'est celui qu'on crée maintenant. Que s'il y a des peurs, c'est normal parce qu'en fait, il y a un changement de paradigme, un changement de monde, mais que contrairement à Matrix, où quand on sort de Matrix, quand on sort de la matrice, on se retrouve dans un monde
qui n'est pas spécialement sexy. Hein, on vit sous terre, on ne voit pas la lumière, on a peur tout le temps, etc. Eh bien, en fait, le nouveau monde, il est beau, il est bien plus beau. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de repartir comme avant, ça ne m'intéresse pas, c'est de créer le nouveau monde. Et donc, effectivement, il y a des moments où ça va coincer, parce que ça va venir toucher des peurs, par exemple, de sécurité ou des choses comme ça, mais qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait et qu'actuellement, on est un peu comme dans un sablier. C'est-à-dire, il y a l'ancien monde en haut, le nouveau monde en bas. Il y a déjà des grains qui sont tombés, plein de grains. Ça fait 50 ans qu'ils tombent les grains, même un peu plus hein, pour les vraiment pionniers. Et en fait, on est au milieu, donc il y a encore plein de monde en haut. On est au milieu et au milieu, en fait, ça serre, ça fait mal. C'est difficile. Il y a des blocages, il y a des douleurs, il y a des peurs, il y a tout qui arrive. Mais il faut savoir qu'en dessous, les grains, les personnes qui ont déjà traversé, elles ont mis des matelas. Elles vous attendent. Voilà, on vous attend. Plus on sera nombreux, plus ça sera facile, plus on pourra s'organiser pour créer ce nouveau monde. Cet autre monde qui arrive pour l'instant en parallèle et qui est voué à prendre la place de l'autre. Parce que l'autre ne peut plus durer de toute façon. Donc, il faut bien qu'on prenne la place. Et qu'il suffit juste de se rapprocher de personnes qui ont déjà fait ce changement. Vous les trouverez, il y en a partout. Et que ces personnes-là pourront vous guider. Moi, je me propose d'être un guide, de vous accompagner là-dedans, mais des personnes, il y en a partout, de plus en plus, et que ces personnes-là sont prêtes, en fait. Le nouveau paradigme est totalement dans ces nouvelles personnes, puisqu'on vit dans le nouveau monde, et qu'en fait, les peurs n'y sont plus, que le nouveau monde, il est beau, qu'on a créé des vies sur mesure, qu'on a créé des réseaux solidaires où on se soutient, où on contribue au bien-être les uns les autres. Si on a un besoin, si quelqu'un a un besoin, on peut y pallier. Voilà, en fait, n'ayez pas peur parce qu'en fait, ce n'est pas comme les pionniers qui ont commencé il y a 50 ans, qui étaient un peu tout seuls, qui étaient tout seuls. Maintenant, il y a des gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà passés par le goulot du sablier, qui ont souffert, qui ont eu des blocages et qui sont arrivés en bas et qui sont prêts à accueillir avec le cœur, avec l'amour, toutes les personnes qui sont prêtes, qui sont prêtes à aller batailler avec leur peur pour arriver en dessous dans le nouveau monde. Merci beaucoup Aurélie, merci pour tous tes partages. J'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec toi. Merci pour ton accueil, Nadège. Avec plaisir. Oui. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Je répondrai toujours avec plaisir. Et si vous avez des questions spécifiques pour Aurélie, bon, soit vous allez sur son site, je mettrai le lien, ou soit en commentaire aussi, et je vais lui notifier, elle viendra vous répondre. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.